Bienvenue dans ce Voyage Cast 45 où j'ai eu l'occasion de recevoir Julien. Vous vous en souvenez peut-être, j'avais eu le plaisir de recevoir Clément Burel. C'était il y a quelques mois et nous avions parlé de photographie, d'aventures chez les Papous et en Afrique, et puis on avait parlé des mines de Potosi et du Machu Picchu. Eh bien cette fois j'ai accueilli son ami, Julien. Ce sont des compagnons de la villa du Grand Bivouac. Les deux ont des projets vraiment très sympathiques. Et puis, comme Julien a l'habitude d'aller parler aux écoles, on en a profité pour parler un peu de la transmission aux enfants, de la gestion d'une association, et puis un peu de nos avis sur le voyage. Une discussion un peu freestyle, sans vraiment programme préétabli, juste pour le plaisir, juste pour parler de voyage, et juste pour échanger les idées qu'on avait l'un et l'autre. Un peu dur à résumer, du coup, je vais vous lancer l'interview. Bonne écoute. T'étais au courant? Non, il a rien dit. Je comprenais son attitude. Il avait consacré 4 ans à l'absurde corvée d'obtenir son diplôme universitaire. À présent, il s'émancipait de ce monde d'abstraction, de fausse sécurité, de famille et de matérialisme. Toute chose qui coupait Chris de la vérité de son existence. Bonjour et bienvenue sur Voyage Cast, ici Jonathan et je suis avec Julien aujourd'hui. Salut Julien. Salut, bonjour à tous. Alors comment tu vas Julien? Bah ça va très bien. Où est-ce que tu te trouves? Eh ben là je me trouve chez moi à Albertville, à côté d'Albertville, dans un petit village. Et je prépare l'hiver qui va arriver et qui arrive un petit peu frais là d'ailleurs. T'as déjà la neige? Ouais, il y a un petit peu de neige déjà là. Ouais. Ah, ça doit être joli. Albertville, tiens, ça me fait penser, on s'est rencontrés là-bas nous, non? Ouais, on s'est rencontrés là-bas pendant le festival du Grand Bivouac qui a lieu chaque année fin octobre et qui est un super festival pour rencontrer des voyageurs et vivre pas mal d'expériences, des projections de films, des tables rondes, tout ça. Donc pour tous ceux qui connaissent pas, je vous invite à venir vers Albertville le fin octobre de chaque année au Grand Bivouac. Exactement. En tout cas, moi, c'est la première fois que j'y allais, mais c'est vrai que c'est vraiment génial. Il y a vraiment du très bon niveau dans les reportages, hein. C'est assez impressionnant ce qui est mis et c'est tellement génial d'avoir plein de voyageurs partout, tout le temps. C'est une ambiance particulière, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment une bonne ambiance avec beaucoup d'ouverture, de partage, d'échange et du coup, l'ambiance avec les festivaliers, les bénévoles. Et les invités quoi est vraiment sympa et avec beaucoup de cœur quoi. Ça tombe bien quand on parle de voyage et un peu d'entente entre les voyageurs. On va parler un peu de ce qu'on appelle la culture et les valeurs du voyage, ce que c'est pour nous, hein. On va essayer de le définir entre nous, ce sera certainement pas une définition définitive, et puis ensuite de parler de la transmission, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, la transmission, notamment par le podcast, non seulement aux adultes, mais aussi aux enfants, pour justement leur apprendre certaines choses. On va en discuter avec toi. Peut-être, pourquoi est-ce que c'est un sujet, toi, qui t'intéresse, la transmission aux enfants de cette culture-là? Parce que je pense que le voyage, si on le voit un petit peu comme une ouverture aux autres, au monde et à la vie avant d'être un déplacement, je pense qu'aujourd'hui c'est des valeurs qui sont importantes. Notamment quand on voit un petit peu la société, comme elle se ferme un petit peu, comme les gens ont tendance à se fermer en communauté, à se fermer un petit peu à fermer leur cœur en fait. Et du coup, ramener ça un petit peu, essayer de ramener le voyage dans les salles de classe ou dans le dialogue avec les enfants. Et en essayant de ramener une ouverture vers le monde, à essayer de pousser les jeunes à s'ouvrir un peu plus sur ce qu'il y a autour d'eux, je pense que c'est vraiment important, quoi. Pour toi, alors, on va parler d'abord de ce qu'on appelle culture du voyage. C'est un truc qu'on voit de temps en temps écrit sur des blogs ou dans des bouquins ou dont les voyageurs parlent. Et en même temps, comment est-ce qu'on définit la culture du voyage? Parce que c'est un truc vachement imprécis qui change entre les gens. Pour toi, c'est quoi exactement? Culture du voyage, je sais pas s'il y a une culture du voyage. Enfin moi, comme je le disais juste avant, j'essaye de plus en plus de voir le voyage non comme une durée ou une distance, mais vraiment comme un état d'esprit, comme une ouverture aux autres, au monde.
et à la vie en général. Et donc après, je pense qu'on peut avoir en fait cette façon de voir les choses, cette philosophie au quotidien. On peut la voir autour de soi. On n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde. Et c'est vrai que si dans un premier temps, quand on voyage, on a toujours envie d'aller loin et qu'on a l'impression que c'est en allant loin qu'on se dépayse et qu'on rencontre les gens et que les choses sont belles, etc. On se rend vite compte qu'en réalité, ça dépend surtout de notre état d'esprit et qu'on peut commencer à voyager déjà en soi dans un premier temps. Et surtout, dès qu'on sort de chez soi et qu'on rencontre, qu'on rentre dans le mouvement de la vie, et qu'on rencontre les autres, qu'on s'ouvre à eux, qu'on dialogue, qu'on sourit. Et donc je pense vraiment que, je sais pas si on peut parler de culture de voyage ou quoi, j'en sais rien, mais essayer de voir vraiment le voyage comme quelque chose qu'on peut vivre au quotidien. Et pas seulement dans des moments où on se dit tiens je pars aujourd'hui, je reviens tel jour ou je pars pour je ne sais combien de temps, mais vraiment essayer d'en faire quelque chose de quotidien durant toute sa vie quoi. Plus peut-être qu'une culture, une espèce de philosophie à avoir voilà sur la vie en général quoi. Ouais, c'est intéressant comme concept. On en a déjà parlé de temps en temps sur VoyageCast, justement, notamment des retours du voyage, qu'en fait on peut aussi aller vers l'autre quand on est chez nous et du coup prolonger un peu cet aspect-là du voyage. Mais comment est-ce que tu fais toi pour peut-être aller vers les gens quand t'es chez toi? Parce que c'est vrai que quand on est dans un autre pays, c'est assez simple. On a des gens qu'on connaît pas du tout, qui ont pas forcément la même tête que nous, pas du tout la même culture, et donc du coup on a l'impression que c'est toujours intéressant. Enfin moi en tout cas j'ai l'impression que c'est toujours intéressant. Et en même temps, quand on est chez nous ou pas loin de chez nous, bon ben on va là, on va bosser, donc on a déjà notre tête dans le travail, on sourit pas forcément parce que c'est tôt. Comment tu fais? Essayer peut-être, je sais pas si j'y arrive tout le temps, hein, mais c'est essayer d'être le plus possible accessible, souriant et ouvert en fait, parce que je pense que c'est vraiment un état d'esprit. Et comme tu disais, quand on a la tête peut-être dans le travail ou quoi, eh ben on se ferme justement à ça et c'est dans ces situations-là qu'on est peut-être un petit peu le moins ouvert. Après, ce que je pense vraiment que justement, ce qui nous enferme un petit peu, ce qui nous bride un petit peu, c'est d'avoir peut-être trop d'habitude et de s'enfermer dans une espèce de routine, dans un cocon confortable et qui du conformisme quoi. Et du coup d'essayer de sortir de ça, je pense qu'on peut le faire tout le temps, même quand on va travailler, essayer de pas avoir trop d'habitude, de sortir de ça, de changer de trajet, de pas avoir tout le temps le même regard, ouais, voilà, essayer de briser la routine. Je pense que vraiment c'est ça, que la routine est une chaîne et que quand on arrive à la briser, on s'ouvre automatiquement à tout ce qui se passe et surtout essayer de profiter, enfin même si le mot profiter est peut-être pas adéquat, mais de tout ce que la vie apporte et de toutes les opportunités qu'elle offre en permanence et essayer de s'en saisir, pas être tout le temps sur la réflexion, sur l'intellect, sur des raisonnements qui pourraient correspondre à ceux en fait de la société, de ce qu'elle attend de nous, mais d'essayer de vraiment vivre plus avec son cœur, avec son intuition, avec ce qui nous pousse, avec le feu qu'on a à l'intérieur et qui nous lance un petit peu dans le mouvement, parce que enfin la vie c'est le mouvement quoi. La vie, c'est le mouvement, la vie, elle bouge et quand on s'enchaîne comme ça à quelque chose, c'est là qu'en fait, on se bride à ce que la vie, elle peut nous offrir. Ouais, je suis assez d'accord, notamment du côté de vivre l'instant présent, ce qui est assez facile en voyage finalement, ça demande pas vraiment beaucoup d'efforts, parce que quand voilà, tu vois des choses nouvelles tout le temps, tu as le temps de découvrir ces choses généralement à moins de faire un voyage express, et du coup, des fois c'est vrai qu'on s'arrête pour des trucs qui ont même pas forcément d'intérêt, tu vois, tu t'arrêtes dans un petit marché, tu vas trouver ça génial quand c'est en Thaïlande, alors que tu as un marché dans ta ville tous les jours et tu vas Exactement, pas forcément ouais. le voir parce que tu vas dire oui voilà c'est un marché. Les deux finalement il y en a un qui est un peu plus pittoresque pour nous, mais c'est la même chose. Mais je trouve très difficile de vivre, enfin pour moi en tout cas en tant que Suisse, je sais pas si c'est pire qu'en tant que Français, mais c'est hyper difficile de vivre l'instant présent, tu sais, parce que moi quand je suis dans le train, je suis déjà en train de penser ce que je vais faire au boulot, quand je suis au boulot, je suis en train de penser ce que je vais pouvoir travailler dans le train, quand je travaille dans le train, j'ai pensé à ce que je vais devoir faire à la maison, et du coup en fait l'instant présent, ben
c'est hyper rare, quoi. Il faut vraiment limite que tu fasses un point dans ton planning où tu dis, là, dimanche, je vais vivre le moment présent. Mais c'est vrai que c'est ça, mais c'est un peu tragique. Là, déjà, tu l'as prévu. Mais justement. Il faut essayer, je pense, d'être, en fait, le plus possible dans l'imprévu, quoi. Et c'est ce qui se passe en voyage. Pourquoi est-ce qu'on arrive peut-être mieux quand on est en voyage? C'est parce que, peut-être on est plus ouvert à l'imprévu et qu'on est en plein dans l'inconnu, quoi. Encore faut-il, enfin, tout dépend comment on voyage aussi, quoi. Mais c'est pour ça que vraiment je pense que c'est un état d'esprit, parce qu'on peut aussi partir, faire tous les pays du monde, faire 10 fois le tour de la Terre sans jamais en tirer quelque chose. Si on part avec des certitudes qu'on n'a pas envie de briser, si on part en sachant ce qu'on va chercher, c'est-à-dire en se disant je vais aller ici pour voir ça, je vais aller là pour voir ça, et on court après des points d'intérêt qu'on nous aurait désignés, quoi, à travers les guides ou à travers mille et un conseils. Si on part vraiment avec cette optique de cocher des cases, on va rester toujours emprisonné dans comme si on suivait les rails, comme si on suivait un train, et là on s'ouvre moins à l'imprévu. Ce qui est vraiment important, je pense, c'est ça, c'est se laisser embarquer par l'imprévu quand il se présente, se plonger aussi dans l'inconnu et faire de sa vie entière un voyage, quoi. Ouais, je suis assez d'accord, même si j'ai beaucoup de peine à le faire dans ma vie aussi. J'essaye un peu plus, hein, quand même. J'essaye de faire des efforts, mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que dès que tu commences à pas prévoir des trucs, bah tu te rends compte que le monde, lui, te demande de prévoir des trucs, quoi. En fait, si tu le fais pas, t'es rapidement mis hors course, en tout cas en Suisse. Donc c'est vrai que c'est pas évident, c'est beaucoup plus facile en voyage parce que pour le coup t'es libre. Alors peut-être on va parler de l'aspect voyage, parce que c'est vrai que dans la vie c'est important, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui n'osent pas non plus le faire en voyage, tu vois. Parce que c'est quand même le cas, généralement on réserve tous ses hôtels, sa voiture, on sait exactement à l'heure près où on sera. Et c'est ce que font la majorité des voyageurs, parce que c'est simple et que c'est rassurant. Et c'est vrai que ça l'est. Tu es parti, par exemple, à l'âge de 18 ans au Bénin, visiblement un peu en freestyle. Bon, c'est dans ta pensée, on va dire, mais c'est pas dans la pensée de la majorité des gens. Comment tu expliquerais à quelqu'un qui a l'habitude de toujours tout programmer, ou comment tu lui expliquerais le concept d'aller dans un pays avec seulement ton billet d'avion et ensuite d'aller à la freestyle? Comment t'arriverais à le convaincre? Comment j'arrive à le convaincre? Je sais pas. Compliqué, hein. Non, parce que nous, tu vois, enfin, nous, on est tout à fait d'accord sur le sujet, tu vois. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre le billet d'avion et ensuite freestyle, on verra bien. Je me renseigne quand même beaucoup sur le pays pour savoir un peu à quoi ressemblent les régions et ces choses-là quand même, pour avoir un minimum de culture sur le pays en lui-même. Mais après, j'y vais, puis a priori, je vais pas forcément tout voir ce que je suis censé voir, et je vais m'arrêter là où je me sens bien, quoi. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de partir avec l'idée d'apprendre et pas de prendre, et de partir peut-être avec une quête, mais pas en conquête, quoi. C'est-à-dire de pas vouloir consommer un pays, consommer des paysages, consommer des cultures, mais plutôt simplement, comme je disais, hein, je me répète, aller à la rencontre de l'autre, aller à la rencontre du monde, mais sans vouloir le posséder, quoi. Et des fois, quand on court un petit peu à vouloir, on va là parce qu'on nous a dit que c'est beau, on va visiter tel site, etc. On oublie le vivant, on oublie la vie qu'il y a autour. Je pense par exemple à des sites comme le Machu Picchu ou d'autres sites où tout le monde court là-bas parce qu'on le voit sur tous les posters du monde et que tout le monde nous le vend, en oubliant que le site se détruit, qu'autour il y a eu une monétisation énorme par des firmes internationales, que la population locale n'en tire pas forcément profit, et surtout qu'on valorise quelque chose de mort, puisque c'est quand même des ruines d'une ancienne civilisation, et qu'on oublie le vivant qu'il y a aujourd'hui, qu'il y a des minorités qui vivent près du Machu Picchu aujourd'hui, qui sont sur le point de disparaître parce qu'elles sont opprimées, parce qu'elles subissent de la répression du monde, de ce monde de consommation qui englobe le tout, quoi. On peut pas seulement vouloir se déplacer dans le monde sans essayer à un moment donné de s'y impliquer, de comprendre.
Enfin, c'est vraiment, c'est personnel, hein, comme façon de voir les choses, mais du coup, des fois, j'ai l'impression que c'est des erreurs que forcément j'ai pu faire aussi, hein. Je pense que c'est des erreurs, c'est d'essayer de toujours vouloir se déplacer, vraiment aller voir des choses comme ça et que du coup ne pas regarder la réalité en face. Et je pense qu'à un moment donné, quand on voyage, il faut aussi regarder les gens dans les yeux, regarder la réalité. Et c'est une réalité forcément qui est dure à regarder. Mais si c'est juste se déplacer pour voir ce qui est beau, ça va pas parce que le monde actuellement, le monde des hommes, en tout cas, il est moche, il est laid. Et quand on vit avec des gens dans les bidonvilles de Cotonou ou qu'on se rend compte ou qu'on se retrouve à Brazzaville, dans des quartiers où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école et il y a des milliers d'enfants à l'abandon, quand on se retrouve à Kinshasa où il y a 20 000 enfants dans les rues, quand on voit les mineurs qui crèvent à Potosí et la guerre du Nord Kivu par exemple à l'est du Congo, et à un moment donné il faut regarder le monde dans les yeux, et quand on est voyageur, on est obligé, puisqu'on va à la rencontre de ce monde, de se révolter. On est obligé de se révolter à un moment, et cette révolte doit nous pousser à s'engager. À un moment donné, un voyageur, je pense qu'il doit s'engager parce que on peut pas rester spectateur, observateur de ce qui se passe et sans rien faire, même si forcément, bien sûr, on peut pas changer le monde, mais au moins essayer de changer soi et d'essayer d'apporter ce qu'on peut autour de soi. C'est quelque chose, il me semble, de nécessaire, et c'est peut-être un des rôles du voyageur quand il veut vraiment s'ouvrir aux autres, au monde et à la vie, quoi. Ouais, je pense que c'est pas ça demande une réflexion quand même, tu vois, déjà rien que le côté de lâcher un peu le lest au niveau de l'organisation et justement de peut-être aller voir ce qui est pas forcément toujours visible et s'approcher des gens pour voir la condition dans laquelle ils sont vraiment, ça demande un effort. Ouais. Par contre, je suis assez d'accord avec toi, une fois qu'on voit les choses, bah, on se trouve, est-ce que je vois ça, j'intègre cette information dans ma tête et voilà, ou est-ce que j'essaye, alors comme tu dis, changer le monde, on est trop vieux pour y croire, mais tout au moins de pouvoir éventuellement améliorer localement les choses, ce qui je pense est quand même possible dans la majorité des cas. Et essayer, je sais pas, de faire de notre mieux, parce que sinon, quand on voit ce qui se passe, c'est soit on tombe complètement en dépression, soit à un moment donné, ouais, c'est ça, mais c'est ça aussi le Mais c'est ça voyage. la question que je te pose justement, je l'ai posée déjà parce que on avait notamment parlé un peu de ces sujets-là avec Clément Burel, hein, ton collègue. Ouais, On mon avait ami parlé, Clément. voilà, on avait parlé aussi des mines de Potosi justement et du Machu Picchu. C'était deux thèmes qu'on avait abordés un peu plus longuement. Je vous encourage à écouter ce podcast si vous avez envie d'en savoir un peu plus. On a plus détaillé ces deux endroits-là. Comment est-ce que tu fais pour pas déprimer justement? Parce que je me demande des fois si les gens ont simplement pas envie de voir la réalité. Parce que quand on est en voyage, on n'a pas envie de voir la réalité. Ouais, On a envie de rêver, tu vois. Parce que tu viens de il y bosser a de ça, 11 mois et une semaine tout le temps dans un endroit qui est pas forcément super chouette. Pendant les 3 semaines qui te restent, t'as pas envie de voir la réalité, tu vois. Je suis sûr que, tu vois, enfin, Oui, c'est pas évident, tu vois. c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure enfin, on disait c'est sûr qu'il y a plusieurs aussi façons de voir le voyage et de ce qui nous pousse à aller voyager. Bien sûr, si on veut partir pour profiter, comme tu dis, des quelques semaines de vacances, Ce qui est légitime quand même. ce qui est légitime, bien sûr, on part pas dans cette même idée, quoi. Donc Ouais, ça, tout bien à fait. sûr, c'est différent. Mais après, c'est sûr, comme par rapport à ce que tu me demandais, j'ai pris, enfin, je pense, hein, comme tous les voyageurs, à un moment donné, on se prend des grosses claques. À fond. Et enfin, ça, pour ma part, quand je suis parti à 18 ans au Bénin, ça a été, je pense, la plus grosse claque de ma vie, et c'est ce qui a fait que je me suis dit, bah, à un moment, tu veux pas retourner en arrière, quoi. Quand je me suis retrouvé une fois à discuter avec des enfants des rues, à Cotonou, qui avaient entre 5 et 16 ans. Donc je discutais avec trois d'entre eux qui avaient à peu près 8 ans. Et je leur demandais un petit peu comment ça se passait, tout ça, comment ils vivaient. Et bon, ils me disent, écoute, ça se passe pas trop mal, on s'en sort. Juste le soir, les plus grands nous cassent les fesses. Et quand t'as 18 ans, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Toi, tu sors d'une vie
Ça existe pas. Tout a été facile, quoi, par rapport à des situations comme ça, et tu te retrouves en face d'une réalité. Et ça, c'est une réalité. Et quand, pareil, je me suis retrouvé à passer des mois entiers avec des exilés, des réfugiés togolais. Quand au Congo, on m'a raconté comment un enfant avait vu sa mère se faire manger par des rebelles pendant la guerre. Il y a un moment, t'es pas bien, quoi. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, ce qui est le plus dur dans ça, c'est qu'on se rend compte que le monde, c'est un miroir de l'homme. C'est tout. Donc, le monde, c'est notre propre miroir. Ce qui se passe comme ça sur la planète, ça se passe en nous, avant toute chose. Et on est tous responsables de ce qui se passe. On est responsables dans nos actes quotidiens de tous les jours. Par exemple, quand on est là avec nos technologies, avec nos téléphones portables, avec tout ça, même là quand on est en train de discuter, il faut savoir quand même qu'il y a eu 6 millions de morts au Congo ces 10 dernières années pour qu'on ait cette technologie. Les terres rares, ouais. Et ça, donc, dans notre consommation de tous les jours, ça en fait partie. Mais c'est pas que ça, c'est que chacun d'entre nous, on a nos bons côtés, on a nos défauts, on a nos qualités, et c'est ce mouvement qui est en nous qui se répercute sur la planète. Parce que ce monde-là, c'est pas, bien sûr, des fois c'est facile, on dit hop, c'est les politiciens, ou c'est les grandes entreprises, ou c'est Bilderberg, ou c'est je sais pas quoi. Et puis il y en a d'autres qui vont dire mais c'est ça, c'est les blancs, et l'autre ils vont dire c'est les Chinois, il y en a ils vont dire c'est les Américains et tout. Mais à un moment donné, si on doit prendre conscience qu'on est responsable tous ensemble. Je suis responsable de ce qui se passe partout. Le monde c'est notre miroir. Donc comment je peux faire pour que les choses elles progressent? Et je dois d'abord essayer moi d'être meilleur au maximum, au quotidien, et d'essayer de diffuser ça au maximum, quoi, d'essayer de faire le bien, quoi, même si c'est quelque chose de subjectif, mais essayer en tout cas chaque jour de s'améliorer. Je vois pas d'autre solution pour que les choses mais essayer tout le temps de repousser la faute sur les autres, non. À un moment donné, on est responsable, et à partir de là, on doit s'impliquer et on doit s'engager. C'est clair qu'en tout cas, dans notre cercle réduit, on va dire, on est responsable de ce qu'on fait en grande partie. C'est vrai, on peut avoir des circonstances atténuantes, mais globalement, la majorité des choses qu'on fait, c'est juste les choix qu'on a fait avant ou ce qu'on a décidé de faire. C'est intéressant comme concept. Je dois dire que j'aime bien, et je suis souvent en réflexion sur ce genre de sujets qui sont vraiment complexes et qui finissent par te retourner la tête. Justement, une des réflexions que je me suis faite, et c'est notamment celle que je me suis faite quand j'étais en Inde. L'Inde, c'était le premier vrai voyage que je faisais, entre guillemets. Je crois que j'avais déjà été aux Maldives avant, mais c'est plus tranquille les Maldives. Et puis bon, ça reste enfin, ce qu'on te montre dans les îles des Maldives, c'est de toute façon une partie de la réalité, quoi, on va dire. En Inde, c'est pas caché, quoi. Je veux dire, tu vas là où les gens vivent vraiment. Et moi, je me sens toujours désemparé devant le truc parce que quand t'arrives en Inde, il y a 1 milliard et quelques de personnes dans, je sais pas, 400 ou 500 millions qui sont dans la galère. Bon, moi, Jonathan, qu'est-ce que je fais? Et est-ce que si je fais quelque chose, ça sert à quelque chose? Quelle est ta réflexion par rapport à ça? Quels sont oui, je sais pas, on fait quoi? On s'engage dans une asso, on va manifester dans la rue, on fait une révolution. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Parce que c'est ça la question, tu vois, après la réflexion de se dire il faudrait faire quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que beaucoup de gens, on s'arrête là parce qu'on se dit bon, on peut rien faire pour changer, tu vois. J'ai pas la réponse. Non, mais quelles sont les idées que toi peut-être tu mets en... Ouais, comme je te disais, tu vois, d'essayer déjà soi-même d'être mieux dans son quotidien, de faire attention à ce qu'on fait. Et puis après, c'est pour ça un petit peu aussi qu'on a créé l'association Globetrot for Peace avec Clément. C'est après des réflexions comme celle-ci, quoi. On a voyagé chacun de notre côté. On se connaissait en fait quand on était plus jeune. Et après, donc, on s'est perdu de vue quand j'ai arrêté l'école pour voyager. Et on s'est retrouvés quelques années plus tard avec un petit peu ce constat sur exactement ce que tu es en train de dire, quoi, en se disant mais qu'est-ce qu'on peut faire tout en étant conscient, bien sûr qu'on peut pas changer le monde, quoi.
Sinon, ça serait trop facile aussi. Et il y aurait sûrement quelqu'un qui l'aurait fait avant déjà. Ouais, c'est sûr. Mais il y en a qui essaient, quoi. À fond. Ah Mais oui, en ça, il y tout en a. cas, comme tu disais, c'est pour ça qu'on a créé l'association, parce qu'on s'est dit qu'en se mettant justement tous ces voyageurs un petit peu indépendants qui ont ces réflexions et qui veulent s'engager et qui ne savent pas forcément comment, pourquoi pas justement s'entraider, s'allier et essayer par ce biais de soutenir des projets qu'on croise quand on est en voyage, des projets locaux, des projets indépendants, des projets qui nous tiennent à cœur, d'essayer justement de les aider, que ce soit manuellement, matériellement, humainement, financièrement quand on peut. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a créé cette association, pour faire une espèce de plateforme, une œuvre collective, quoi, pour essayer de répondre à cette question, en fait. Hein. Ouais. Et là, pour le coup, alors, tu te balades, tu voyages, et quand tu vois un truc qui te semble être intéressant, un concept, une association ou quelqu'un à aider, tu l'aides, quoi, en fait. Un peu délicat, mais en tout cas, bon, nous, l'association, la façon dont on fonctionne, on a essayé de faire une charte éthique qui répondait au maximum à notre philosophie, quoi, si on peut dire. Et du coup, quand on croise, bon, par exemple, là au Bénin, sur le Bénin, il y a une école que je suivais déjà depuis quelques années, que je connaissais bien. Donc en fait, c'est une école qui est du milieu rural, gratuite, privée mais gratuite, où en fait, en plus du programme national du Bénin, ils enseignent quoi plutôt l'écologie, l'artisanat local, l'agriculture et les bases d'une vie saine. Donc en fait aussi un petit peu la vie en communauté, c'est pour éviter en fait de partir vers les villes, de remplir les bidonvilles et d'essayer que l'école leur apprenne quelque chose de nécessaire dans leur milieu, quoi. Parce que concrètement, l'école moderne répond aux besoins de la société moderne. Clairement, ouais. Genre l'informatique ou ces choses comme ça. Voilà, il y a des endroits dans le monde où elle n'est pas utile de la façon dont elle est faite. Et pourtant, elle a été calquée partout sur le modèle occidental. En l'occurrence, sur le Bénin, c'est le modèle français, non? Donc, ouais, mais quand on va par exemple au fin fond du Niger, dans le désert, ou qu'on va dans la brousse ou de je sais pas quel pays, concrètement les parents ils vont dire quoi? Ça va servir à quoi? Est-ce que mes enfants aillent à l'école? Puisque de toute façon ils partiront pas d'ici. Ouais. Donc Ouais. il faut qu'ils apprennent quelque chose d'utile pour qu'aussi que les parents amènent leurs enfants à l'école. Si c'est juste pour apprendre à lire, quelqu'un qui habite au fin fond du Niger, apprendre à lire, c'est très bien. Mais concrètement, ça va pas lui apporter quelque chose dans la vie de la communauté dans laquelle il vit. Et s'il veut utiliser ça, il va devoir aller en ville. Mais qu'est-ce qui attend? La réalité, c'est ça aussi. Qu'est-ce qui attend les gens en ville en Afrique? Les villes en Afrique, c'est 10% de personnes qui vivent à peu près convenablement. Le reste, c'est du bidonville, insalubre. Ouais, les conditions sont très très difficiles. Hein. Ouais, Il y a pas de travail, il y a rien. Il n'y a pas vraiment d'industrie comme il pourrait y avoir dans certaines villes européennes, en tout cas, qui pourraient employer beaucoup de gens. Enfin, en tout cas, des endroits où j'ai été. Hein. Donc voilà, cette école, c'est ce qu'elle voulait faire. Je me suis un peu écarté du sujet. Non, mais vas-y, c'est intéressant parce que c'est des choses, tu vois, que les parents n'envoient pas leur enfant à l'école parce que ça sert à rien. Ça m'était pas vraiment apparu comme quelque chose de clair, mais ça prend tout son sens, ouais. Ça dépend des endroits, mais c'est quelque chose et du coup, là, ils se sont retrouvés avec beaucoup d'élèves. Et comment nous, on a voulu essayer de les aider parce que si eux, ils ont un jardin, un terrain de 4 hectares dans une forêt protégée où ils ont un jardin où ils sont autonomes au niveau alimentaire et énergétique. Par contre, ils avaient les salles de classe qui étaient à peu près à 2 kilomètres et qu'en fait, ils squattaient un peu un bâtiment abandonné. Sauf que chaque année, bon, c'était pas sûr qu'ils puissent rester, quoi. Donc nous, avec l'association, on a réussi en fait à financer la construction de 3 salles de classe et d'une cantine qui sert 200 repas par jour. On a réussi à financer pour qu'elle puisse être construite au sein du jardin. Donc c'est tout fait en matériaux locaux, fait par des artisans locaux. Et ça amène le projet local, ça l'amène avec encore un peu plus d'autonomie puisqu'ils sont enfin tranquilles sur leur terrain et les enfants n'ont plus qu'à sortir de la salle de classe pour pouvoir passer du cours théorique à la pratique, quoi. C'est cool, voilà, ça, comme idée. Et puis bon, là, on continue d'ailleurs à essayer il faudrait encore 3 classes supplémentaires. Donc, on continue à essayer de chercher
un peu de moyens, ouais. Parlons moyens justement. Un projet comme ça, combien ça coûte? Parce que c'est toujours la question que je me pose. Tu sais, j'ai toujours un peu de peine. Alors c'est un point de vue 100% personnel. J'ai été en Afrique aussi, hein, et c'est pas ton cas. C'est pour ça que je te pose la question. Je sais que même s'il y a des raisons qui peuvent expliquer que il y avait des petites ONG qui fonctionnaient avec des budgets hallucinants, qui avaient des 4x4 flambant neufs et tout ça. Et ouais, en même temps, tu vois, je dois dire que ça m'a pas vraiment donné envie de participer souvent à ces genres de projets qui peuvent être bons, qui aident vraiment des gens, mais où tu dis qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui part de tous les côtés. C'est exactement ce qui nous a poussé à ne soutenir que des projets locaux et indépendants. Voilà, ben c'est ça ma question. Nous, parce que dans notre charte, justement, quand on veut choisir un projet, il y a un des points, c'est que le projet doit fonctionner indépendamment et qu'on doit nous amener à aucune dépendance quelle qu'elle soit. Voilà, parce que ça c'est super important. Ouais. Et aucune dépendance à nous. Le problème que tu soulevais des ONG, c'est un problème, un gros problème aujourd'hui en Afrique, et c'est une des raisons pour laquelle l'Afrique n'arrive pas, ou a du mal en tout cas, à se redynamiser et à s'épanouir un petit peu plus, quoi. Ouais. Ben, ce que tu dis par rapport à l'indépendance, j'aime bien et j'adhère, mais tu peux pas savoir comment, parce que c'est vrai que c'est comme on dit l'exemple débile, mais si quelqu'un meurt de faim, tu lui donnes pas du poisson, tu lui apprends à pêcher. C'est un truc idiot, c'est un proverbe bête, et pourtant je continue à croire qu'on donne du poisson à plein de monde et que ça sert à rien, parce qu'on continuera à donner du poisson jusqu'à qu'il meure de vieillesse. Et du coup, ton concept d'école, par exemple, j'aime bien. Et ouais, du coup, ce que tu disais en Afrique là, ou en Afrique et ailleurs, hein, c'est un gros problème, cette façon d'envisager c'est la façon d'envisager des riches, quoi. Tu général, quoi. Ouais. Et cette notion toujours d'aide. Il n'y a pas que de l'aide, c'est un échange. Ouais, à fond. C'est un échange. On apprend, nous aussi, là, par exemple, en soutenant l'école, on apprend aussi énormément d'eux, de leur façon d'enseigner, de leur façon de voir les choses. Les questions d'aide, là, c'est comme quand par exemple, les pays, on nous parle d'aide des prêts de la Banque mondiale et du FMI, mais c'est pas des aides, ça. Quand la Banque mondiale donne de l'argent à un pays, c'est un prêt et il les oblige. C'est eux qui choisissent leur budget. Ils leur font baisser les budgets de l'éducation, ils leur font baisser les budgets de la santé pour aider les budgets des entreprises, les budgets économiques. Alors pour que les entreprises européennes et les multinationales puissent s'implanter dans le pays, ça c'est quoi comme aide, ça? Des fois on nous parle qu'il faut annuler les dettes de l'Afrique. Ouais. L'Afrique, elle a remboursé plus de 14 fois la dette initiale. Ce qu'ils sont en train de rembourser, c'est des prêts qui ont servi à rembourser les prêts, pour rembourser les prêts. Bon, c'est le cas de la majorité des pays quand même, hein. Pas seulement les pays africains. Ouais, mais du coup. Mais oui, on comprend que pour eux c'est encore plus compliqué. Ouais. Et toutes les ONG, ça fonctionne aussi beaucoup comme ça. Déjà, souvent les projets, ils sont imposés. Et ils sont pas réfléchis par les locaux. Donc c'est tout le temps une espèce c'est comme une colonisation, quoi. C'est-à-dire, moi, j'arrive avec mon savoir, mes connaissances, et je sais ce qui est bon pour toi. Comment on peut savoir ce qui est bon pour les gens du monde entier? Chacun sait ce qui est bon pour lui. On peut pas imposer en permanence comme ça et même des aides. Ouais, ça me fait penser à quelque chose, comment il s'appelle déjà, tu sais, au Grand Bivouac, il y avait ce Béninois, sauf erreur, qui est réalisateur MK Zongo, je crois. Non, c'était pas un Burkinabé, je crois, non? Burkinabé, pardon, exactement. Ouais. J'ai enregistré un des débats qu'ils avaient fait justement suite à un documentaire sur le tourisme au Sahel. Vous pouvez d'ailleurs l'écouter sur un des Voyage Cast, je me rappelle plus quel numéro, 38 je crois, qui disait l'Afrique, enfin il parlait de l'Afrique en général, mais plus précisément du Burkina Faso. Il disait on n'a pas besoin, on n'est pas des pays pauvres, on est des pays mal dirigés, parce que c'est des pays qui ont des richesses énormes. Voilà, mais c'est vrai que c'est tout ce qui est compliqué en Afrique. Tout ce qui est compliqué en Afrique, non, il y a beaucoup de choses, mais alors un projet comme celui-là par exemple, parce que prenons l'exemple d'un projet concret, parce que ça m'intéresse de savoir comment ça fonctionne aussi. Combien ça coûte vraiment de faire ces 3 classes, par exemple, de cette école, voilà. Parce que c'est toujours une question que je me pose justement, parce qu'on donne des fois
Enfin, tu vois, c'est un peu comme les Philippines. Il y a eu cet accident horrible, cette catastrophe naturelle. Et des fois, j'ai l'impression qu'on donne quasiment des milliards et tu vas dans le pays quelques années après. Et franchement, bon, tu sais pas trop tu sais pas trop. Donc des fois, j'ai l'impression que des trucs coûtent des millions, quoi. Ouais, mais là, en fait, tu vois, quand t'as pas déjà les L'infrastructure. intermédiaires qui servent, Ouais, il y a ça en partie, ouais, c'est vrai. ça peut baisser déjà les prix. Et surtout quand tu fais avec des produits locaux et avec des artisans locaux. Parce qu'il y a ça aussi. Quand on veut faire un projet, il faut qu'il soit autonome, mais il faut aussi qu'il profite à l'économie locale au lieu de profiter à je sais quoi, par exemple, comme quand on veut faire des fois des dons, on achète les choses en Europe pour les envoyer là-bas. Pourquoi pas les acheter sur place? Oui, Là, non, mais oui, ça, là, on pourrait parler, oui, on pourrait en parler et là, pendant par des exemple, heures. pour Ouais. l'école, ça a coûté la construction donc des 3 salles de classe plus la cantine qui sert de 100 repas par jour, ça a coûté 5 500 €. Ouais, donc ça reste, enfin, c'est de Euh, l'argent, hein, on est d'accord. 5 000 euros, c'est pas, mais ça reste quand même oui, bah rien, quand on quoi. voit Enfin, des fois ce qui est gaspillé, on se dit que oui, on pourrait faire avec, on pourrait faire beaucoup de choses, quoi. ouais. Là, il nous faudrait à peu près encore autant, voire un petit peu plus, pour essayer de finaliser 3 classes supplémentaires, plus un bureau qui se ferme et des sanitaires. Ouais, donc ça Donc, reste de l'argent, enfin, ça reste possible et pas énormément d'argent, quoi. voilà, ouais. Et je pense que tu vois, des fois, on peut faire des choses, hein, des petites choses simples, essayer de donner des coups de main, même humains, quoi. Mhm. Et c'est vrai que comme on sait pas toujours comment s'y prendre, c'est pour ça qu'on avait fait l'association. On s'est dit qu'en essayant d'avoir une petite structure et de se mettre ensemble, quoi, et d'échanger justement, parce que chacun a des compétences que l'autre n'a pas. Et du coup, voilà, quand on commence à être 10, 15, 20 membres, chacun peut se compléter un petit peu, et puis ça amène aussi un petit peu à la réflexion, quoi, essayer de réfléchir un petit peu sur les choses aussi, qui est, des fois ça peut être utile parce que ce qu'on pense, hein, même ce que je suis en train de dire maintenant, c'est pas forcément vrai. Et on a besoin de confronter un petit peu nos idées, nos opinions, et puis ça les fait mûrir un petit peu, quoi. Ouais, je suis persuadé que plus t'as de gens qui communiquent, mieux c'est, ouais. Voilà, qu'on avait créé l'association, parce que par exemple, tu vas voyager, tu vas dire, tiens, je pourrais faire ça ici, mais comment? Voilà, bah, s'il y a une petite structure avec d'autres gens que tu sais qui t'écouteront et qui échangeront avec toi, des fois, c'est un petit peu plus facile, quoi. Ok. Alors, ben, profitons d'en parler. On n'a jamais vraiment parlé d'association sur Voyage Cast, comment ça fonctionne et tout ça, même si on comprend que tous les assos ne fonctionnent pas de la même manière. Mais alors, ben, vous êtes combien? Vous travaillez à 100% là-dessus? Comment ça se passe exactement en vrai? Donc, Si j'ose en demander, hein, vrai, parce que c'est une question que je me pose toujours des fois, comment ça fonctionne ah, ces bien trucs-là, sûr, tu vois. Et je trouve que ça fait partie enfin, y a pas plus de tu sais souci. comment c'est, plus t'as confiance au truc, quoi. Alors déjà, c'est assez facile à créer une association, il suffit d'être au moins 2 personnes physiques. Ouais. Et ensuite, bah donc on avait créé l'association avec Clément. Depuis, bon, ça fait que c'est seulement la 2e année là. Ouais. Enfin, c'est seulement la 2e année et vous avez déjà réussi à faire un truc quand même, donc. C'est ce qui nous avait surpris et tant mieux, quoi. Enfin, ouais, on a fait 2, 3 petites autres choses aussi, mais c'est vrai que l'école, ça a été un petit peu le projet principal. Et donc aujourd'hui, on est une quinzaine de membres. On est 5 membres, enfin une quinzaine d'adhérents et puis 5 membres actifs, c'est-à-dire impliqués dedans un petit peu au quotidien, quoi. Mais par contre, on est tous bénévoles, hein. Il y a pas de truc là-dessus. Et du coup, voilà, bah, comment ça se passe? On adhère à l'association et quand on adhère à l'association, on est tenu au courant de ce qui se passe. Et puis de temps en temps, on se retrouve tous, on discute, comme je te le disais, hein. On essaye d'avoir des réflexions, tout ça. Et puis donc là, en fait, les membres de l'association, par exemple, ils peuvent proposer justement des projets qu'ils peuvent découvrir. Ça peut être aussi en France, hein, ça peut être à côté de chez nous. Et puis nous, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut les aider. On en parle tous ensemble. Et puis quand on peut les aider et quand ça répond surtout à tous nos points qu'on a notés justement pour pas qu'il y ait de dérive, eh ben on essaye de faire ce qu'on peut. Par exemple, en Colombie, on a essayé de soutenir un projet de troc culturel entre des ethnies, donc on a envoyé un appareil photo. Il y a une fois, on a réalisé un petit documentaire pour une autre association pour qu'ils puissent démarcher des aides. On a prêté une caméra oui, parce que voilà, il y a un deuxième acte de notre association, c'est qu'on essaye de soutenir des voyageurs qui veulent
partager leur voyage, parce que je pense que vraiment aussi ce qui est important dans le voyage, c'est le partage qu'il y a autour, et du coup les aider à réaliser et à diffuser l'œuvre qu'ils veulent créer à travers leur voyage, quoi. Donc on a prêté une caméra à la lauréate de l'année dernière du Grand Biwak des premiers pas pour un reportage en Russie. Et là, on vient de remettre, on avait mis en place une bourse, la bourse Globetrot for Peace, donc sur le thème d'un voyage déroutant, qui vient d'être attribuée à Marion Trotté, qui va partir en stop dans les Balkans faire des portraits vidéo de gens qui habitent dans des villages reculés. Et aussi un coup de cœur, un projet de Camille Chomreuil qui va partir en Inde faire un reportage qui risque d'être vraiment intéressant et assez déroutant sur les chauffeurs de, je sais plus le nom, espèce de tuk-tuk. Donc voilà, en fait, un petit peu les différentes aides qu'on essaie d'avoir, mais vraiment, en fait, le truc, c'est d'essayer d'être une œuvre collective, d'être un endroit où on peut tous dialoguer, où on peut échanger et puis essayer de s'entraider, quoi. Ouais, ben je trouve que c'est des idées intéressantes, surtout parce qu'elles sont pratiques, concrètes, et ça me semble être des trucs faisables, justement, parce que des fois, t'as des projets qui sont tellement immenses que tu dis, bon, ben, bref, c'est beau, mais des fois, rester dans le local, comme tu dis, c'est bien. Ouais, ben, c'est une échelle que je peux comprendre et que je pense qui est beaucoup plus facile à appréhender, puis à déterminer les besoins aussi, parce que forcément, plus c'est gros et plus t'as des pertes un peu de tous les côtés, quoi. Ouais. Une chose aussi qui t'intéresse beaucoup, et on en a parlé au début de l'interview, c'est la transmission aux enfants, peut-être de ces valeurs dont on a parlé, de cette ouverture. On disait avant justement que les enfants ont tendance à être hyper ouverts, et puis qu'il y a un moment, peut-être quand t'es ado et que tu penses à d'autres choses, où ça devient un peu plus compliqué, puis ça revient après, surtout si tu voyages. Qu'est-ce qu'on transmet aux enfants? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce sujet-là? D'ailleurs, déjà, quand on voyage, ce qui est intéressant, c'est d'être comme un enfant. C'est-à-dire d'être curieux, mais... C'est marrant, il me semble que Clément a dit la même chose. C'est possible parce qu'on échange souvent. Oui, c'est sérieux, hein, je crois qu'il a dit la même phrase. Ça fait quelques années qu'on réfléchit un petit peu ensemble, même si on n'est pas toujours d'accord, mais on l'est assez souvent quand même. Et ouais, donc je pense vraiment que quand on voyage, essayer de rester un petit peu l'enfant qu'on est, quoi. Et j'aime dire un petit peu que l'enfant qu'on est, qu'on peut rester, c'est un petit peu l'âme, quoi, qui essaierait de s'exprimer. Et en fait, du coup, il y a un moment donné où l'enfant, quand il est petit, il est curieux, il veut toucher à tout, il veut faire l'expérience. Il veut, par exemple, pour voir que quelque chose brûle, il va falloir qu'il le touche. Il veut vivre et apprendre par l'expérience. Et surtout, il a tout le temps le mouvement. Le mouvement, lui, il a besoin de bouger, il a besoin de parler, il a besoin de toucher, il a besoin de développer ses sens. Sauf qu'à un moment donné, j'ai l'impression que la société et l'adulte qui est déjà passé par cette société, quoi, essaye de formater l'enfant et de le faire rentrer dans une norme, dans une case. Et à ce moment-là, il bride un petit peu cette curiosité, il bride un petit peu ce mouvement. Et c'est ce que je trouve vraiment dommage. C'est ce qui, moi, personnellement, m'a vraiment gêné à l'école. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai pété un plomb et je me suis barré pour essayer de retrouver ça, de retrouver le mouvement, de retrouver un peu l'aventure. Quand on est petit, qu'est-ce qu'on aime? On aime regarder Tintin, on aime regarder Tom Sawyer. On aime les choses où il y a de l'action. Parce que la vie, à un moment donné, c'est ça. C'est l'action, c'est le mouvement. C'est pas rester assis sur une chaise 8 heures par jour. Ça m'a toujours fait halluciner. Comment est-ce qu'on peut forcer un enfant à rester 7 ou 8 heures par jour, ou même 6 heures par jour, sans bouger, à une place, à rester concentré? Est-ce que même nous, adultes, on peut rester concentré 8 heures comme ça, à rester assis? C'est pas possible. Ouais, moi, de toute façon, j'étais pas très bon là-dedans, hein, de toute façon. mais c'est parce que c'est pas possible, parce que sinon, c'est qu'on devient abruti, quoi. On devient un mouton en restant comme ça. L'homme, il a la vie en lui. Ça veut dire qu'il a le mouvement en lui. Il a besoin de s'exprimer. Il doit s'exprimer. Et l'école, son rôle est noble à l'école, mais notre école moderne, elle fait le contraire. Elle bride chaque enfant pour qu'il rentre dans une case, dans une norme. Et ce que je pense peut-être ce qui peut être utile, de ramener la philosophie du voyage dans les écoles pour essayer d'ouvrir des fenêtres sur le monde, quoi, pour essayer de ramener ces valeurs dont on parlait tout à l'heure. Je sais pas si c'est des valeurs, en fait, j'en sais rien. Si c'en est, qui sont pas forcément les meilleures ni les seules, mais
Ouais, mais de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir au monde en général. Si on se ferme en permanence et qu'on reste et qu'on restreint le mouvement qui nous habite, au bout d'un moment aussi on pète un câble, quoi. Et je pense que voilà pourquoi je trouve que c'est important, hein, quand on voit un petit peu ce qui se passe actuellement, notamment en France, que chacun essaye, alors je sais pas si c'est parce qu'il y a la crise ou quoi, moi j'en sais rien, mais chacun essaye de se renfermer un petit peu sur soi et cherche un bouc émissaire. C'est tout le temps les autres. Alors il y en a pour qui ça va être les Juifs, et puis il y en a d'autres pour qui ça va être les Arabes, et il y en a d'autres pour qui ça va être les immigrés qui arrivent d'Afrique, et d'autres c'est les pays de l'Est, mais il y a tout le temps un bouc émissaire. Alors maintenant le grand bouc émissaire c'est les Roms. Alors voilà. Bon, Là, c'est ils pour ont ça que la trouvé France va mal, hein, c'est connu. voilà. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et donc, à un moment, chacun se referme sur soi. Et du coup, je pense que c'est important de ramener un petit peu, d'essayer de ramener le monde ici et que les gens s'ouvrent pour pas qu'on s'enferme dans ces communautés, pour pas qu'on s'enferme dans ces idées préconçues, pour qu'on comprenne l'autre. Pas forcément qu'on l'aime, mais au moins qu'on le respecte. Ça serait un minimum, hein, ouais. Ouais, on peut pas aimer forcément tout le monde, non, mais on peut essayer de respecter tout le monde et si chacun cherchait un petit peu à se respecter, c'est vrai, même si tout le temps on montre du doigt une communauté ou une couleur de peau ou une religion et en la mettant comme un ennemi, c'est pas possible. C'est clair que ça aide pas. Hein. Le seul ennemi qu'on peut avoir, c'est soi-même. C'est comme je dis, l'ennemi de l'homme, c'est l'homme, mais c'est l'homme en général, parce que c'est sa façon de toujours regarder l'autre avec méfiance, sa façon de toujours d'être jaloux, enfin bref, je vais pas dire tout. Ouais, on a compris le truc un peu, mais je suis assez d'accord avec toi, surtout au point de vue de la fermeture. C'est vrai que les enfants ont plutôt tendance à être ouverts. Dans les garderies, c'est quand même rare qu'il y ait un petit blanc qui tape un petit noir juste parce que le petit noir, il est noir. C'est fou, il n'y a pas de franche et il y a Voilà, ils pas, s'en y a pas foutent complètement. d'arrière-pensée, quoi. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Ouais. Moi, ce qui m'avait assez C'est impressionné au Grand Bivouac, c'était vraiment sympa parce que tu étais avec Clément, et t'avais plein de photos. Et puis, il y avait des écoles justement qui étaient venues. Et quand j'étais venu vous regarder, il y avait des jeunes. Bon, vous aviez pas pu répondre à toutes les questions parce que sinon vous auriez fait jusqu'à minuit le soir. C'était vraiment. Pas dérangé. Non, ça t'aurait pas. Oui, peut-être la prof qui voulait rentrer chez elle un jour, ça l'aurait dérangé, je sais pas. Mais c'est vrai que je trouve ça génial et en même temps, on a assez rarement, il me semble ça, dans les écoles, justement, des voyageurs qui viennent communiquer sur d'autres pays, sur leur passion. Et on en a discuté un peu en off avant d'enregistrer le podcast. C'est vrai que la géographie, j'ai toujours trouvé ça horriblement nul. Et depuis que je fais Voyage Cast notamment, et depuis que je voyage un peu, ça m'intéresse beaucoup plus justement pour me dire ah tiens, il est où ce pays, comment ça s'est passé. Même l'histoire est passionnante parce que tu vas dans un pays, tu dis ah mais les gens sont comme ça, pourquoi? Ah parce qu'il s'est passé ça. Pourquoi ils aiment pas les Américains? Ah c'est parce qu'il s'est passé ça. Et je trouve que du coup ça rend beaucoup plus réel tous ces concepts qui sont assez obscurs à l'école, qu'on apprend finalement juste pour essayer d'avoir des bonnes notes ou pas des notes trop horribles. Toi, c'est un peu dans le chemin dans lequel tu veux mener aussi, ouvrir ces jeunes sur des choses qui sont peut-être ennuyantes comme elles sont présentées à l'école, mais qui ne le sont pas en vrai, quoi. Ouais, après ouais, par rapport à ce que tu disais, c'est bon, ça se fait quand même pas mal, même si ça se fait pas assez, hein. Il y a quand même pas mal de gens qui ont eu déjà des projets avec des écoles autour du voyage et tout, mais c'est vrai qu'en fait le voyage, il peut amener, comme tu dis, quelque chose de concret ou de pratique à ce qui parfois est un petit peu flou ou théorique quand c'est que des cours scolaires, quoi. Et en fait, comme on s'est rendu compte beaucoup avec Clément, justement, par rapport au Grand Biwak, ce que tu nous parlais tout à l'heure, c'est que par rapport, donc on avait mis en fait des photos d'un petit peu partout, et les enfants nous interrogeaient sur les photos. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que du coup, on a pu traiter d'énormément de sujets juste avec ces photos, donc en fait à travers le voyage. Et on a pu traiter plein de sujets, quoi, hein, comme les problèmes, par exemple, de la répression des indigènes qui se font massacrer, tout ça. Enfin bref, plein de trucs. Il y a des trucs aussi, par exemple, sur l'eau, sur le développement durable, sur la géographie, sur la nature en général, tout ça. Et du coup, c'est ça aussi qui peut être intéressant, c'est d'amener vraiment une image à des idées qui parfois sont floues. Quand on parle, par exemple, dans le programme scolaire des cinquièmes, il y a le développement durable. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, l'enfant, quand on va lui parler de développement durable, il faut qu'il arrive à mettre des images là-dessus, quelque chose de pratique. Donc quand il va
et sortir de sa salle de classe pour aller à la rencontre de projets de développement durable, il va commencer à comprendre ce que c'est. Tu nous parlais de géographie, c'est pareil. Quand on va apprendre par cœur la liste des pays dans le monde, par exemple, même si c'est pas ce qu'ils font, mais je caricature un petit peu, et ben à un moment ça reste flou. Alors après, quand on commence à mettre des images et une histoire et des expériences vécues dans ces pays-là, dans l'imaginaire de l'enfant, ça prend forme, quoi. Ça prend forme, ça le pousse peut-être à s'interroger et ça éveille sa curiosité. Et c'est ça sûrement, je pense, qui peut être intéressant quand il y a un dialogue. Et puis c'est aussi l'enfant, le fait d'avoir peut-être un intervenant qui le change un petit peu donc de son professeur qu'il a et qui considère en fait tout de suite comme un professeur. Donc il y a tout le temps une espèce de schéma de hiérarchie un petit peu bizarre. Il se demande peut-être qu'est-ce qu'il me raconte lui là, qu'est-ce qu'il me dit, et peut-être qu'au moins à un petit moment donné il essaye d'écouter et de se dire ah oui je peux aussi faire des choses, peut-être c'est ça, essayer d'amener l'expérience, de dire aux enfants aussi, c'est ça qui peut être important aussi, je pense, d'essayer de dire aux jeunes, aux enfants que tout est possible. Ouais, ça je trouve bien. Ouais. Je trouve bien surtout quand on est plusieurs, c'est-à-dire par exemple, tu veux gravir une montagne, bah tout seul c'est difficile. Si t'es une cordée de 3, 4, 5, eh ben c'est plus facile, quoi. Ouais. En tout cas, c'est plus réalisable, ça devient plus impossible. Et du coup, c'est ça aussi le message qu'on voulait faire passer un petit peu aux jeunes, c'est que qu'on peut s'ouvrir au monde, qu'on peut s'ouvrir à l'autre, et aussi qu'on peut s'unir, qu'on peut s'entraider, et qu'à plusieurs les choses, elles sont toujours possibles, qu'on peut tout faire. Tout ce qui nous motive, tout ce qu'on a à l'intérieur, il faut pas le restreindre. Il faut essayer de le vivre. Il faut essayer de le vivre. Et c'est justement un petit peu ça le voyage, quoi. Essayer de vivre, tout simplement, quoi. Essayer de surfer un petit peu sur les vagues de l'existence. Justement, je trouvais intéressant ton idée, et ce que je trouve vraiment hyper important, c'est de faire comprendre aux jeunes, surtout, qu'il n'y a pas forcément une seule façon de penser, et qu'il y a des autres façons de penser qui marchent aussi, quoi. Qu'il y a d'autres modèles qu'on peut appliquer et qui fonctionnent aussi, même s'ils sont pas, dans le cadre qu'établit la société, quoi. Enfin, je sais pas si je suis précis dans ce que je veux dire, mais justement que tu peux faire autre chose, tu vois. On est dans un monde où c'est rigolo d'ailleurs quand t'es voyageur, parce qu'il y a des gens qui viennent vers toi puis qui tu discutes avec eux puis disent ah t'as voyagé où, tu dis ah ben j'ai été un petit peu en Afrique, un petit peu en Inde, et ils trouvent ça extraordinaire. En fait non, qu'est-ce que t'as fait? T'as gagné un petit peu d'argent, tu l'as mis de côté pour avoir ton billet d'avion, tu t'es ménagé du temps libre et t'es parti, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a je suis de ceux qui pensent que c'est fondamentalement pas extraordinaire. On est dans un monde où c'est extrêmement facile de voyager, et en même temps, dans la tête de beaucoup de gens, ça reste un truc compliqué, dur, dangereux et tout ça. Et rien que je pense de dire aux jeunes, mais voyager, c'est tout à fait possible, vous en avez envie, faites-le. Déjà ça, je trouve, c'est tellement important, quoi. Et surtout, qu'on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour voyager, quoi. Oui, en plus. Tu vois, là, par exemple, à Albertville, on leur montrait les montagnes autour. Vous êtes déjà allés là, non? Mais allez-y. C'est déjà un voyage. Tu pars à pied et vas-y, pars, voyage. C'est ça. Tu peux partir depuis ta porte pour voyager. T'es pas obligé de prendre un avion, quoi. Et surtout, comme on disait tout à l'heure, c'est ça, on leur disait. Et c'est ça qui je pense, qui est important, c'est essayer toujours de rencontrer l'autre. D'accord, essayer de l'écouter, de le comprendre, pas forcément de l'aimer comme je disais, mais au moins de le respecter et de vraiment ouvrir les yeux sur ce qu'il y a autour de nous. C'est pas facile, hein, parce que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est vrai que quand on voyage sur des durées courtes, avec l'envie un petit peu de se divertir, je vais dire, ou de se reposer, ou on a tendance, même pas en fait, je dis pas de voyager d'une durée courte, mais de passer rapidement à des endroits. On voit en fait, en fin de compte, ce qu'on a envie de voir. Ouais. Et on voit on voit le pourquoi on est venu, quoi. C'est-à-dire, on voit vraiment la façade des pays, des régions, la façade des gens. Et du coup, c'est ça qui est un petit peu délicat. C'est essayer d'un peu plus s'ouvrir pour essayer de voir un petit peu plus loin que l'apparence, que le visage, et essayer de comprendre, de s'intéresser un petit peu aux choses, à l'histoire des gens, à l'histoire des lieux, et voilà, quoi.
Donc je pense que ça vraiment les enfants peuvent le faire, tu vois. Des fois ils à partent fond. dans des musées qui est à côté de chez eux et on leur présente leur région, mais le musée il les ennuie parce que le musée il est mort. Mais pourquoi pas aller à la rencontre des gens qui y a autour de chez soi, des vieux peut-être qui étaient là. Par exemple, ils parlent de la résistance, mais pourquoi pas aller à la rencontre des résistants qui sont encore en vie? Pourquoi pas aller sur les lieux où il y a eu ça et aller marcher là-bas, aller s'imprégner du lieu, essayer de le comprendre. Ça aussi, c'est un voyage, quoi. Moi, je me rappelle deux trucs justement où je trouve que on peut améliorer. On était en croisière avec mes parents sur un grand bateau, tu sais, c'est style Costa croisière là, entre la Grèce et l'Italie. Et C'est c'est pas celui qui s'est échoué. non, heureusement pas, non. Puis c'était largement avant quand même. On était, je sais plus quel âge on avait, on était encore assez jeunes. C'est vrai qu'une des choses qui m'avait beaucoup choqué, alors c'est vrai que on n'était pas dans le dimensionnement financier certainement de la plupart des voyageurs qui étaient là-bas. Et c'est vrai que par exemple, tu discutes pas avec les serveurs, tu discutes pas avec la femme de chambre. Et nous, on l'avait fait et on avait trouvé ça génial. C'était aussi une bonne expérience de savoir comment ces gens vivaient. Alors même qu'on est dans un truc plus cadré que ça, c'est presque pas possible, tu vois. Aux Maldives, quand on y était avec ma sœur notamment, la même chose. La plupart des gens ne parlent pas avec les Maldiviens parce que ça reste des sortes de serviteurs. Et donc même encore une fois dans un truc encadré, tu peux faire l'effort faire l'effort. Je trouve même pas que c'est un effort. Moi, ça m'intéresse de discuter avec les Maldiviens, comment ils vivent et tout ça. C'est vrai que ça, du coup, ça, d'un côté, t'as l'image des Maldives magnifique parce que c'est magnifique. Puis d'un côté, t'as le gars qui est serveur qui dit qu'il voit sa famille 2 semaines par année et qui doit faire 3 jours de bateau pour aller les voir. Et du coup, ça donne une autre perspective. Et je trouve pas que ça rend la mer plus moche, Ouais. tu vois. C'est juste que ça ajoute une couche supplémentaire à ton voyage. Et moi, c'est en partie ce qui m'intéresse, quoi. Ouais, et puis du coup, en plus, ça peut faire aussi réfléchir à ce qu'on est en train de faire, Aussi, à, aussi. aux conséquences de ce qu'on fait, aux conséquences de nos actes. C'est ça aussi, tu vois, qui peuvent être des fois un peu plus concrets pour les élèves. Par exemple, tu vois, dernièrement, on leur disait qu'il fallait pas manger d'huile de palme parce que c'est pas bon et parce qu'il y a de la déforestation et tout ça, mais quand tu amènes la chose concrète, les images et tout ça de la déforestation et tu parles par expérience de ce que tu as pu voir, du contact, de tout ça, là les enfants, eh ben j'espère peut-être que ça peut les toucher encore un petit peu plus et qu'ils peuvent prendre conscience que oui, que lui aussi, il peut faire quelque chose à son échelle, que chacun peut faire quelque chose parce on a tous, on pose tous des actes et il y a l'effet papillon qui est partout, quoi. Et nos actes, ils ont des conséquences en permanence. Et ça, eh ben peut-être que le voyage peut essayer de faire comprendre ça un petit peu aux jeunes quand on leur en parle, en fait, de ce qu'on a pu voir. C'est ça, c'est essayer vraiment de partager. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de partage qui doit être importante dans le voyage. Quand on va quelque part, quand on se déplace dans l'espace, eh ben, on peut peut-être en ramener quelque chose pour témoigner. On peut être aussi peut-être des témoins de ce qui se passe, autre que la télévision, que les médias, que les grands médias, tout ça. Et je pense que du coup, c'est pour ça que notre rôle aussi, peut-être, j'en sais rien, moi, je dis ça, c'est des idées, quoi. Mais quand on voyage, c'est aussi d'essayer de ramener une certaine réalité, qu'en tout cas, forcément, elle est toujours faussée puisqu'elle est, puisque C'est subjectif, oui. par notre voilà, elle est subjective, elle passe par le prisme de nos pensées, de notre façon de voir les choses et tout ça, mais essayer d'être tous des petits témoins comme ça et d'apporter cette petite expérience à des jeunes qui j'espère plus tard et même maintenant tout de suite en auront plein quoi et puis les partageront à leur tour parce qu'en fin de compte c'est un petit peu ça la grande chaîne humaine aussi quoi, un échange, un partage d'expérience, de vision, de façon de voir les choses, tout ça, mais c'est vraiment l'écoute quoi, l'échange, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Je pense que si tout le monde apprenait un petit peu plus, ou prenait le temps en fait, le temps qu'on croit toujours passer trop vite ou non, si on prenait un petit peu le temps de s'écouter, d'échanger, de comprendre et d'essayer de comprendre, parce que comprendre, on comprend jamais réellement ce qui se passe, mais essayer de comprendre et puis essayer d'apporter sa petite touche, peut-être que ça pourrait aller mieux quoi. En tout cas, ça ira pas pire et je dis toujours, au moins, on aura essayé.
Et c'est déjà pas mal. Espérons que ça n'aille pas pire, parce que là, ça serait... Et là, ça veut dire qu'on se paume, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est vrai que si on regarde le résultat dans l'absolu, ça va rarement, comme tu dis, changer le monde. Par contre, localement, ça peut avoir une influence qui est de toute façon bénéfique, et au moins, on se sera placé du côté de ceux qui ont essayé de faire quelque chose, même qui n'ont pas réussi, à la rigueur, c'est pas grave, je trouve. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien sur le truc, mais... Ouais, c'est ça, c'est en tout cas essayer d'avoir la volonté, quoi. Tu sais, des fois, ça tient à pas grand-chose, hein, ça tient à pas grand-chose, parce que fondamentalement, on a beau dire, on est tous les mêmes, quoi. On parle des fois, il y a cette vision de dire, oh, j'étais là-bas, les gens étaient super accueillants, oh, j'étais là, les gens, ils étaient comme si, et là, on est tous, toutes les peuples et les cultures, tout ça, bref, les régions, les pays sont influencés par une culture, par leur culture, par des cultures, par les religions, par leur histoire, par tout ça. Mais fondamentalement, l'homme, il est le même, quoi. Il est toujours le même, il est terriblement le même, il est merveilleusement le même, mais il est le même, au fond. Et ça, bah, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, non, mais que justement, on peut, ça sert quand même à quelque chose, quoi. Ou bien c'était pas ça. C'était peut-être complètement autre chose. Bon, tant pis. Mais ouais, c'est intéressant toutes ces idées. J'espère qu'on aura su vous montrer un peu notre réflexion. C'est un peu en freestyle, mais ça reste des idées hyper intéressantes. C'est souvent en freestyle, hein, la réflexion, quoi. Ben c'est ça. Et puis comme on disait avant d'enregistrer, c'est plein de questions auxquelles en fait il n'y a pas de vraie réponse, quoi. Il y en a tout un tas et ça dépend des endroits, ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend. Ouais, c'est justement subjectif. Surtout ça doit évoluer, quoi. Les certitudes, c'est pas bon, quoi. On doit ça. Il y a Franck Michel qui dit dans son livre Éloge du voyage désorganisé, le voyage commence là où cessent nos certitudes. Et je crois que c'est quelque chose qui est quand même vraiment juste. Et on doit pouvoir essayer au maximum de toujours se remettre en question, quoi, remettre en question sa façon de penser, parce que elle peut, voilà, quoi. Ouais. On n'a pas de vérité, quoi. Exactement. Ben c'est intéressant tout ça. On va se diriger vers la fin du podcast et de nos réflexions. N'hésitez surtout pas à faire part de vos avis sur ces choses-là sur le blog, sur Twitter ou sur Facebook. On est aussi intéressé d'avoir vos avis là-dessus. Peut-être dernière petite chose, tu nous as parlé de ton association et tout ça. Si on a envie de t'aider ou de savoir comment ça se passe ou d'aller plus loin éventuellement avec toi, on s'adresse à qui? On va où exactement? Alors il y a notre site internet globetrotforpeace.com, tu pourras peut-être le mettre, je sais pas. Il sera en lien de toute façon sur Voilà, donc via notre site internet, vous pouvez nous contacter et puis voilà, on a un mail aussi, il y a pas de souci. Et puis voilà, après vous pouvez aussi adhérer à l'association, donc toujours en passant par le site internet. Et puis voilà, si vous voulez nous contacter pour des questions, des réflexions, tout ça, il n'y a pas de souci, il y a l'adresse mail et on vous répondra, quoi, soit Clément, soit moi. Il y a des chances que ça soit Clément, c'est lui qui s'occupe plutôt de ça. Ouais. Et puis ça sera avec plaisir, en tout cas, pour des réflexions, des idées, des questions, tout ça, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais, ou alors si on peut vous donner un coup de main, niveau matos, financement ou des choses comme ça, je pense qu'il y a... avec plaisir. Voilà, exactement. Il y a des choses à faire en tout cas. Oui, ça, je crois qu'on l'aura en tout cas bien discuté pendant le podcast. Il y a toujours des choses à faire. C'était chouette de te recevoir, Julien. Ça m'a fait bien plaisir de parler de ces sujets-là qui sont super importants, qu'on n'évoque pas forcément assez souvent, même si on essaye quand même chaque fois dans les épisodes de Voyage Cast d'avoir chaque fois 2 avis sur les choses et voilà, ça fait partie de la réflexion du voyageur, comme tu dis. Quand on voyage, on est obligé de se poser des questions. Enfin, en tout cas, moi, je m'en pose, c'est sûr. En tout cas, merci à toi. Et puis, super, quoi. Ça m'a fait plaisir aussi de pouvoir échanger avec toi. Et puis, peut-être avec les autres qui réagiront à ça. Ça serait sympa de pouvoir échanger encore. Voilà. Exactement. Ça marche. La question a été envoyée. On verra qui répondra. Et puis nous, on se dit à la prochaine, ce qui sera, on aura la chance de se revoir en vrai en janvier à Villa Marco Polo. On se réjouit vraiment. Ça va être super cool. Avec plaisir, avec plaisir. Allez, ciao, bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Hey! Oups. Ma licorne! Tu dois la réparer. La réparer? Voyons, elle vient d'être désintégrée par définition, elle ne peut pas être réparée.
C'est extrêmement déplaisant que ce qu'elle fabrique. Elle retient sa respiration jusqu'à ce que vous disiez oui. Oh. Ce n'était qu'un jouet. Arrête de faire ça. Bon, ok, d'accord, je vais arranger ça. Émile, Noé, Jojo. Et encore un grand merci à Julien d'être venu sur Voyage Cast et d'avoir pris du temps pour moi. C'est vraiment très gentil parce qu'il a vraiment de gros programmes et énormément de choses à faire par rapport à ses projets. J'espère que cette petite discussion vous aura plu. C'était l'occasion pour nous d'évoquer quelques problématiques qui nous tiennent à cœur. Différemment, c'est clair, entre Julien et moi, mais bon, c'était sympa de discuter ensemble. Je vous invite volontiers à donner vos avis sur les sujets dont on a parlé. On a été quand même très vaste, parfois relativement imprécis, mais en tout cas j'accueille vos remarques avec grand plaisir. Pour ce qui est des films de cet épisode, le premier semble assez évident, il s'agit d'Into the Wild, toujours aussi bien prononcé bien sûr, un film que vous avez certainement vu si vous aimez le voyage. Bon, c'est du Sean Penn, les images sont vraiment grandioses, je reste pas forcément d'accord notamment avec la fin et la dimension de la fin qu'il a voulu donner à l'histoire de Chris, mais bon, ça reste une interprétation, tout comme le livre qui a été écrit sur lui d'ailleurs. Au final, on n'était pas là, mais en tout cas, c'est vraiment un film qu'il vous faut voir, rien que pour les paysages d'Alaska, ça vaut vraiment la peine. Le deuxième film, pour aller dans le plus léger, il s'agit de Moi, moche et méchant, dont le deuxième épisode est sorti tout juste l'année passée. Bon, c'est de l'animation, c'est sympa, c'est rigolo, les mignons sont mignons et débiles. Vraiment, regardez ça si vous ne les avez jamais vus, ça vous donnera la pêche et, j'espère, le sourire. Pour le prochain épisode, c'est à nouveau Xil qui était venu nous parler pour la première fois de la Thaïlande, qui vient nous parler cette fois-ci de l'aspect un peu touristique, principalement centré sur Bangkok, puisque c'est ce qu'il connaît le plus. On a donc parlé nourriture, on a parlé marché, on a parlé visite, on a parlé temple, on a parlé palais. Bref, à peu près tout ce que vous devez savoir avant d'aller à Bangkok, en Thaïlande. Comme il est de coutume maintenant, je vais vous laisser avec une petite musique. Il s'agit de l'artiste Prolétaire, un artiste français de Toulouse, qui fait un truc un peu bizarre qui s'appelle du hip-hop instrumental, jazz, électro-swing, alternative, énergique. Bon, si comme moi, ça vous donne absolument pas envie d'écouter et vous avez aucune idée ce que ça donne, ben testez quand même, c'est vraiment sympa. Allez, on se dit à la prochaine, ciao, bonsoir.